Cameroun observe depuis le 4 août 2017 le premier anniversaire du démantèlement tarifaire dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Le bilan à ce jour dégage des tendances qui sont plutôt positives puisque au 2 août 2017, nous avons plus de 200 importateurs qui ont bénéficié de la préférence UE. Nous avons plus de 100 commissionnaires agréés en douane qui sont impliqués dans ces validations de déclarations. Et nous avons plus de 1300 déclarations qui ont été actées pour des marchandises d'une valeur de plus de 27 milliards. On est bien loin de l'hécatombe économique annoncé. On est cependant loin d'avoir vu tous les effets de l'APE dont la mise en œuvre se poursuivra jusqu'en 2029 selon la partie camerounaise. Il y a des secteurs qui ne sont aucunement affectés, il faut le dire. Mais il y a aussi des secteurs qui, à terme, au regard de la mise en œuvre totale de ces accords de partenariat, je dirais, mettent en péril l'avenir de ces secteurs-là. Il faudra le dire. Il y a un an, 1760 produits européens étaient autorisés à entrer dans l'espace économique du Cameroun avec le bénéfice d'une exonération des droits de douane à hauteur de 25%. Dès ce 4 août, le pourcentage de cette baisse de barrière tarifaire passe de 25 à 50%. Dans le même temps, 917 produits classés dans le deuxième groupe entrent aussi dans la danse avec une exonération de 15%. Cette deuxième phase de démantèlement concerne donc au total 2677 lignes tarifaires. Les produits du troisième groupe seront concernés à partir de 2020. Sur les 10 personnalités noires les plus riches du monde, 5 sont issues du continent africain. C'est ce qui ressort du nouveau classement publié par le magazine américain Forbes. En tête de liste, on retrouve sans surprise le Nigérian Aliko Dangote. Avec une fortune estimée à 12 milliards 200 de dollars, il demeure l'homme noir le plus riche au monde. Il devance de loin le Saoudien d'origine éthiopienne Mohamed Al-Hamoudi qui totalise 8 milliards 400 de dollars. Sur la troisième marche du podium, un autre Nigérian, Mike Adenunga, avec une fortune estimée à 6 milliards 100 de dollars, juste devant Isabel dos Santos, fille du président angolais José Eduardo dos Santos, dont la fortune s'élève à 3 milliards 100 de dollars. Le quatrième Africain le plus riche au monde, c'est le patron de la firme d'investissement africain Rainbow Capital, Patrice Motsepe. Avec une fortune de 1 milliard 81 de dollars, il occupe le 7e rang mondial après les Américains Oprah Winfrey et Robert Smith. Patrice Motsepe est talonné par la Nigériane Folorunsho Alakinja qui possède une fortune de 1 milliard 61 de dollars et occupe donc le 8e rang mondial. Enfin, le Britannique d'origine soudanaise, Mohamed Ibrahim, ferme la marche des 5 Africains figurant dans le top 10 des milliardaires les plus riches du monde. Avec une fortune de 1 milliard 14 de dollars, il occupe le 10e rang mondial derrière l'Américain Michael Jordan. Une belle embellie pour les institutions bancaires sud-africaines en dépit d'un contexte socio-économique des plus chaotiques. Sur les 3 dernières années, la plupart d'entre elles sont demeurées globalement rentables. La plus performante d'entre elles est sans conteste Capitec Bank, la plus importante banque de détail du secteur par le nombre de ses clients. Elle affiche un rendement positif de 29,4%. Vient ensuite First Rand, le plus gros groupe bancaire sud-africain et africain de par la capitalisation boursière, 28,18 milliards de dollars avec un rendement triennal de 25,22%. RMB Holdings, plus 17,9%.
Standard Bank, première banque africaine sur le volume des actifs, pointe en 4e place avec un rendement de 14,9% sur 3 ans. Le top 5 est bouclé par Fundbound, qui est aussi la plus petite des capitalisations bancaires sur le JSE. En revanche, des groupes importants comme Barclays Africa et Nedbank affichent des rendements négatifs respectifs de moins 2,8% et moins 10,5%. Mais on notera que toutes ces banques ont connu un regain d'intérêt des investisseurs sur les 30 derniers jours, car toutes affichent une performance boursière positive. Si la balance extérieure demeure largement positive, assurant une certaine stabilité extérieure de l'Afrique du Sud, cette information cache une double vérité. La combinaison d'une baisse des importations, mais intègre aussi une baisse des exportations à période comparable. Par ailleurs, les conditions de l'emploi ne sont pas positives. Le taux de chômage était de 27,7% au terme du mois de juillet, un niveau qui reste un record des 14 dernières années. Les perspectives dans ce sens ne sont pas plus rassurantes. Si José, 31 ans, porte aussi bien la culotte de peau et joue à la perfection de la trompette, c'est parce qu'il est bavarois d'adoption. Cet Espagnol de 31 ans est apprenti électricien dans une petite entreprise à la frontière autrichienne et a dû se mettre à travailler en allemand. Peut-être que certains de mes collègues manquent parfois un peu de patience, mais bon, je peux comprendre. José a quitté Albacete au sud de l'Espagne sur les conseils de son agence pour l'emploi dans l'espoir de se former et de trouver du travail en Allemagne. Entre 2010 et 2015, près de 40 000 de ses compatriotes ont fait de même, tout comme de jeunes Grecs, Italiens ou Portugais effrayés par les énormes taux de chômage dans leur pays. José, lui, ne regrette pas son choix. Il n'y a pas de futur en Espagne. Moi, je recommande aux jeunes de suivre une formation ici. C'est une très bonne chose. En 2013, Berlin et Madrid ont signé un accord réservant chaque année 5000 places de formation ou de postes stables aux jeunes Espagnols. À 26 ans, Alberto, originaire de Valence, en a pleinement profité. Diplôme d'informatique en poche et après une année Erasmus à Prague, il est venu s'installer à Berlin. Il travaille désormais dans une start-up. Je savais qu'à Berlin, il y avait plein d'opportunités, que ce soit dans les technologies de l'information ou dans d'autres domaines. Et en plus, ce sont des jobs où on peut parler anglais. Alberto et José souhaitent rester encore quelques années en Allemagne. Mais avec une croissance espagnole qui dépasse les 3% depuis 2 ans, de plus en plus d'expatriés décident de rentrer chez eux. Un eurobond évalué à 2 milliards de dollars pour l'Angola, selon l'ordonnance en vigueur motivant la décision. Cette émission en devises étrangères découle de la nécessité de commencer à évaluer le niveau d'attraction de l'Angola en matière de financement extérieur au moyen d'obligations souveraines. La décision gouvernementale s'inscrit dans la dynamique de l'amélioration de la composition du portefeuille de la dette extérieure du pays. En novembre 2015, l'Angola a fait ses débuts sur le marché des eurobonds, ce qui a permis de lever 1,5 milliard de dollars par l'intermédiaire d'un syndicat de banques dirigé par l'American Goldman Sachs aux côtés du géant américain, la Deutsche Bank, et le géant chinois ICBC. Cette transaction, qui s'est soldée par une réussite, a aidé l'actuel deuxième producteur de pétrole africain à établir un nouveau et important canal d'accès au financement extérieur. En 2017, le plan d'endettement de l'Angola, qui devrait frôler la barre des 300 milliards de dollars, sera financé à hauteur de 75% de son total par le marché intérieur. Selon son évaluation en avril dernier, Moody's maintient à B1 avec des perspectives négatives la cote de crédit attribuée aux dettes à long terme et celle des dettes de premier rang à long terme non garanties du gouvernement angolais. Sur le court terme, les cotes de crédit sont reléguées dans la catégorie très spéculative. En 2016, l'économie angolaise a presque stagné, ressortant avec une progression de 0,6%. Mais cette année, elle devrait croître de 2,1% selon Economist Intelligence Unit dans son rapport de juillet dernier.
Faire passer la production annuelle de cacao de 778 000 tonnes à 1 500 000 tonnes. C'est le pari que comptent gagner les autorités ghanéennes, désormais engagées aux côtés des producteurs du pays. Un pari motivé par une saison 2015-2016 catastrophique où la production cacaoyère a chuté à 778 000 contre 1 million de tonnes en 2011. En cause, l'absence d'un approvisionnement adéquat en engrais, produits chimiques, logistique et le non-versement des primes et bonus incitatifs aux cultivateurs. Toutes choses que le président Nana Akufo-Addo entend corriger. Aussi, un certain nombre de mesures et dispositions ont été prises pour, d'une part, augmenter la production et, d'autre part, positionner le Ghana comme un géant de l'industrie agroalimentaire en Afrique de l'Ouest. Il s'agit entre autres de l'introduction à partir de cette année de la pollinisation humaine dans l'industrie du cacao au Ghana. Cette méthode aura une incidence positive en permettant d'inverser à long terme la tendance de baisse de la production. Dans ce cadre, le Conseil du cacao ghanéen s'attelle actuellement à recruter 7000 employés pour constituer un personnel de pollinisation manuelle qui appliquera les pollens directement dans les fleurs de cacao dans tout le pays afin d'augmenter les rendements. Depuis quelques semaines, un vent de panique plane sur la clientèle d'Ecobank Cameroun. Et pour cause, un message à la fois écrit et audio circule en boucle sur les réseaux sociaux annonçant le départ de cette institution bancaire du Cameroun. Du coup, une panique s'observe chez les clients comme ce commerçant qui reste très prudent. Mais la rumeur prend de l'ampleur et puis ça interpelle beaucoup de curiosité. On s'interroge à savoir si c'est le cas ou pas. Pour lever tout équivoque et rassurer sa clientèle, Gwendoline Abouna, le directeur général de la filiale camerounaise de la Banque panafricaine, était face à la presse. Ah, ça c'est absolument faux. Absolument faux parce que ça fait 16 ans que Ecobank est au Cameroun. On est satisfaite avec notre opération au niveau du Cameroun parce que le retour sur l'investissement est plus de 50%. Est-ce qu'un groupe qui a une filiale comme la nôtre peut dire je vais fermer les portes et partir? Ce n'est pas possible. À noter, au Cameroun, il n'est pas rare de voir les établissements de microfinance fermés du jour au lendemain, laissant les épargnants dans le désarroi. C'est dans ce triste souvenir que les clients de Ecobank ont pris d'assaut les guichets et distributeurs dans le souci de sauver leur épargne en cette veille de rentrée scolaire. Plus de 85,3 milliards de dollars. Ainsi s'évaluent les échanges commerciaux qui ont eu lieu au premier semestre 2017 entre la Chine et l'Afrique, ce qui représente une hausse de 19% par rapport à la même période en 2016. Selon les autorités chinoises, les importations en provenance du continent africain ont presque doublé durant les 6 premiers mois de l'année 2017 par rapport à la même période un an plus tôt, en s'établissant autour de 38,4 milliards de dollars, alors que les exportations vers l'Afrique ont rebondi de 3% pour ressortir à près de 47 milliards de dollars. Ces exportations ont surtout été tirées par les secteurs ferroviaires, aéronautiques et des équipements navals qui ont nettement progressé pour atteindre respectivement une hausse de 161%, 252% et 200%. Ceci grâce au renforcement de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Une coopération qui maintient la Chine au rang de premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 2009.